Enfin, quelqu'un qui voit les choses comme moi, je me croyais seul, c'est une erreur totale. Tu n'es pas seul, nous sommes des millions, il faut en être conscient. Ces personnes qui expriment une opinion critique ont été réprimées pendant des années. On essaye toujours de le faire, mais ça marche de moins en moins bien. Les médias perdent de leur mordant. Ce truc grossier de simplement dire « tu es un extrémiste de droite, tu es un nazi », se lancer de mots de combat pour salir quelqu'un, ça a été fait de façon tellement inflationniste que l'effet s'en trouve de plus en plus affaibli. C'est finalement comme avec un médicament, si tu en prends trop souvent, tu dois augmenter la dose pour obtenir le même effet. Philippe, je suis content que tu sois là. Merci beaucoup. Beaucoup de tes thèses ont d'abord été accueillies avec scepticisme. Tu as essuyé une grosse tempête de critiques cette année, mais entre-temps, il semble que presque tout se soit avéré vrai, surtout sur les sujets du Bitcoin, Donald Trump, Elon Musk, le coronavirus et l'évolution politique. Y a-t-il un moment de satisfaction dans ta vie où tu te dis « je vous l'avais bien dit » ? Regarde, j'étais tellement convaincu de ce que j'ai dit. La satisfaction, c'est aussi quelque chose qui naît de l'incertitude. C'est-à-dire, tu exprimes quelque chose, tu fais une déclaration, et ensuite tu trembles et tu espères que ça va se passer comme tu l'as dit. Et puis, si ça arrive vraiment, alors tu ressens de la satisfaction. Ah oui, j'avais raison. Mais je n'ai pas dit ces choses comme une prévision ou une spéculation pour qu'elles se réalisent, mais par conviction à 100%. Pour moi, ce n'était pas une prévision difficile ou compliquée. Prenons par exemple le coronavirus. J'ai parlé avec de nombreux médecins qui, à l'époque, avaient le courage de s'exprimer avec des scientifiques, le professeur Matusik, beaucoup de personnes différentes venant de différents domaines qui faisaient de la recherche, mais aussi travaillaient dans la pratique directe et qui m'ont dit des choses qui m'ont vraiment convaincu et poussé à m'exprimer. Et c'est pourquoi maintenant que pratiquement tout ce qui était considéré comme une théorie du complot est devenu réalité, ce n'est pas que je me dis « ouf, j'ai eu de la chance », mais c'était évident que cela allait arriver. Et que par exemple, Donald Trump, mais on pourrait aussi parler de la migration et des problèmes que cela a entraîné, ce n'étaient pas non plus des spéculations folles. Il y a des choses bien plus compliquées que ça. En tant qu'analyste et propriétaire d'une entreprise d'analyse, je considère cela comme de la pure spéculation au sens traditionnel. Donc, si nous disons que l'action Microsoft ou Palantir ou le Bitcoin ou Solana, nous couvrons aussi les cryptos, vont atteindre exactement ce niveau cible ici. Lorsque cela se produit, c'est presque magique. Les gens sont époustouflés et se demandent comment peut-il le prédire avec une telle précision et que cela se réalise ensuite. C'est une prévision plus difficile et plus mathématique que les choses dont j'ai parlé au fil des années. Philippe, si quelqu'un m'avait demandé il y a un an comment s'appellerait le nouveau livre de Hauss et Hopf, j'aurais probablement supposé Terminus Allemagne, la génération perdue. L'Allemagne s'autodétruit. Écrivez plutôt un livre sur le développement personnel en progressant pas à pas chaque jour. Je peux déjà affirmer, sans chiffres exacts, que ce sera un vrai succès, malgré votre absence des grands médias. Pourquoi as-tu choisi ce sujet ? J'ai même ici la toute première version. C'était encore 4 semaines avant l'impression, avant que maintenant. Maintenant, je crois qu'il y a déjà 12 camions. Il y avait aussi des photos avec des palettes sur des palettes sur des palettes. Donc, ça a été numéro 1 sur la liste des best-sellers d'Amazon sans un seul jour d'interruption. Nous avons été temporairement rattrapés et même dépassés par la bonne Angela Merkel, amie de notre peuple, bienfaitrice numéro 1, la légendaire Frau Mutti Merkel. Nous l'avons rattrapée un jour, puis nous étions à nouveau en première position. Depuis 2 jours, elle est repassée en tête et nous sommes deuxième, peu importe. Oui, comment en sommes-nous arrivés là ? Regarde, le sujet du développement personnel est un sujet qui occupe Kian et moi-même depuis de nombreuses années et qui nous préoccupe constamment dans notre vie quotidienne. Tout le temps, ce n'est pas seulement quelque chose dont nous parlons, mais que nous vivons nous-mêmes. J'essaie de développer ma personnalité, d'atteindre mes objectifs et de travailler avec des affirmations, des croyances, des choses que je me dis qui ont un très grand pouvoir sur mon propre esprit et avec lesquelles je travaille de manière très intensive depuis, je dirais, 14 ans maintenant.
Je base mon succès là-dessus et je l'ai déjà dit, je suis l'exemple vivant que ces choses fonctionnent car j'étais élève dans une école secondaire, je n'ai jamais vu une université de l'intérieur, j'ai échoué 3 fois. Normalement, tu n'as le droit d'échouer qu'à 2 reprises dans une classe. J'ai eu une autorisation spéciale de l'inspection académique pour refaire une 3e fois une classe, la 11e. Et là, j'ai été renvoyé aux vacances de Pâques. C'était la fin de ma carrière scolaire et j'ai travaillé sur les chantiers et dans la restauration. Bon, soit. J'ai donc parcouru un chemin vraiment très, très, très long, on pourrait dire depuis tout en bas jusqu'au point où je suis aujourd'hui. Et c'est pourquoi il était important pour nous d'écrire un guide, à savoir faire un pas chaque jour. Il s'agit de devenir plus performant chaque jour et d'y intégrer des histoires. La moitié de l'année, cela fait 365 histoires. La moitié venant de Kian et l'autre moitié de mes propres expériences, des histoires. Des choses que nous avons vécues au fil des années qui sont censées inspirer les gens à travailler sur leurs propres objectifs et ensuite, c'est là le point essentiel, à les concrétiser dans la réalité. Une pensée, c'est ce que tu as dans ta tête et tu es capable de la manifester toi-même, donc de la faire passer du monde spirituel, mental, au monde réel. Quand des gens disent « non, ça ne marche pas », je dis que c'est complètement n'importe quoi parce que chaque inventeur dans l'histoire de l'humanité a eu une idée et cette idée était d'abord dans sa tête, puis il l'a matérialisée dans le monde réel. Il en a fait quelque chose de réel. Prenons l'automobile ou toutes les inventions physiques, elles ont d'abord été des pensées et c'est la preuve que tout ce que tu portes dans ton monde intérieur, tu peux aussi le manifester à l'extérieur. Je suis impressionné par tes propos. Donne aux spectateurs une recommandation d'action très claire. Comment ils peuvent commencer aujourd'hui avec un petit pas? Je pense que je recommande simplement ce que j'ai moi-même fait. Je ne prétends pas tout savoir, je ne peux que partager ce qui a marché pour moi et ce que je continue de faire. Je suis une machine à atteindre des objectifs. C'est ce que je me dis aussi, c'est ma toute première croyance. J'adore atteindre mes objectifs. Ma vie actuelle ressemble à une vie sur l'autoroute. Je ne voyage pas constamment, mais j'atteins rapidement mes objectifs et en fixe toujours de nouveaux. Alors, que peux-tu faire? Écris d'abord ce pourquoi tu es heureux et reconnaissant dans ta vie. Il ne s'agit pas ici de vouloir une Ferrari ou quelque chose de matériel ou un objectif quelconque, mais commence d'abord par cela. Beaucoup de gens traversent actuellement une crise de sens. En Allemagne, le temps et l'ambiance sont nuageux. C'est vraiment très, très sombre. Et ce que tu peux faire pour te sortir de cette négativité, ce sont en fait des jeux de pensée négatives qui font que ton avenir sera aussi négatif que ton présent est déjà négatif. C'est de ressentir de la gratitude. Et chaque personne peut en fait, si elle y réfléchit un instant, être reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de sa tête, reconnaissante d'avoir eu aujourd'hui une conversation agréable, reconnaissante d'avoir peut-être un animal, un chien ou un chat, ou une perruche qui lui donne de l'amour de temps en temps, donc qui lui transmet de l'énergie d'amour, d'avoir une mère qui l'a élevé, et ainsi de suite. Je m'exerce très, très consciemment, et j'ai eu 40 ans cette année, à ressentir malgré tout ce que j'ai accompli, une gratitude très consciente encore et encore, à dire que cela réchauffe mon cœur, et ce n'est pas simplement une question de vouloir être reconnaissant, mais cela m'apporte aussi quelque chose. Car celui qui ressent de la gratitude ne peut pas, premièrement, être dépressif en même temps. Ce n'est pas possible d'être reconnaissant et dépressif en même temps. Et tu attires, et ce n'est pas du tout égoïste, tu attires des choses dans ta vie. Ton subconscient, quand tu éprouves une grande gratitude, souhaite que tu puisses en ressentir davantage à l'avenir. Et que doit-il faire? Il doit t'apporter du positif dans ta vie pour lequel tu seras reconnaissant à nouveau. Donc, ce serait l'exercice le plus simple. Entraînez-vous à vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, au lieu de celles que vous n'avez pas, où vous dites « il a été méchant avec moi », il est négatif. Et en anglais, on dit « to do well », c'est-à-dire se complaire là-dedans. Mon patron a été chiant aujourd'hui, ce qui m'a énervé et m'a laissé avec le cœur tout crispé. Tout le monde connaît cette sensation de cœur sombre et crispé après une dispute avec quelqu'un. À l'inverse, on trouve la gratitude. Tu viens de dire 14 ans, donc il y a 14 ans, tu as commencé à manifester. Y a-t-il eu une expérience personnelle ou comment es-tu passé de l'un à l'autre? Une expérience personnelle a eu lieu. En fait, ça remonte à plus de 14 ans parce que je sais exactement à quel événement c'était lié. À l'époque, j'étais devant le tribunal.
À l'époque, j'étais une personne très différente. J'ai aussi un casier judiciaire parce qu'à cette époque-là, mes parents ont divorcé. Il s'est passé beaucoup de choses désagréables. En tout cas, je n'ai pas résolu chaque conflit verbalement, mais j'ai aussi cherché d'autres moyens créatifs de résoudre les conflits. Et ces moyens dépassaient simplement les mots. Donc, je me suis retrouvé devant le tribunal et au final, si j'avais été condamné, cela aurait pu m'envoyer en prison. Je me souviens très bien qu'après mon acquittement, je suis sorti en courant du tribunal de Stuttgart. Je me rappelle encore parfaitement l'aspect du ciel à ce moment-là. Malgré quelques nuages, le soleil brillait. Et j'ai dit au bon Dieu, Pasteur cher Dieu, que tu m'aies donné une nouvelle chance, que j'ai été acquitté ici alors que je ne le méritais pas. Je ne chercherai plus jamais de ma vie à aller vers quelqu'un de manière proactive et à essayer de résoudre quoi que ce soit par la violence. Et ça a été le moment clé à l'époque. Là, il y a vraiment eu un déclic parce que d'abord, je savais en quelque sorte, je ne sais pas comment le décrire exactement, mais je me suis en quelque sorte agenouillé mentalement et j'ai dit, je m'en remets à ça parce que ça aurait pu se passer tout autrement. Et quand tu es dans une institution, un centre pénitentiaire entouré uniquement de criminels, c'est une énergie particulière. Les gens n'en ressortent pas moins criminels, mais plus criminels encore. Ils passent en quelque sorte leur doctorat ou leur titre de professeur en criminalité dans leur domaine respectif, selon les autres types avec qui ils partagent la cellule ou traînent, parce que tout le monde n'a qu'une seule chose en tête, c'est la criminalité qu'ils ont vécue dans leur vie et les choses qu'ils ont faites aux autres. Alors, à l'époque, j'ai décidé de changer ma vie et ensuite, j'ai lu très, très, très intensément chaque matin en me réveillant mes croyances, ce pourquoi je suis heureux et reconnaissant, mais aussi mes objectifs. Donc, je suis heureux et reconnaissant pour et les objectifs que j'ai, toujours les formuler au présent, comme s'ils étaient déjà atteints. Parce que ton subconscient ne peut pas faire la différence entre quelque chose qui n'a pas encore été atteint et quelque chose qui l'a déjà été. Donc, si je dis que je suis heureux et reconnaissant d'avoir, par exemple, un appartement en propriété, alors si je le dis comme si c'était déjà intégré dans ma vie, mon subconscient va faire en sorte que cela se matérialise dans le monde réel. Et ça fait plus longtemps, ça fait maintenant 16 ans, et c'était le moment, ce moment clé où j'ai vraiment commencé à dire intensément, le matin en me levant et le soir avant de me coucher, je lis mes objectifs. Ce que tu dis est magnifique. Ta description de ce moment m'a donné des frissons. Et en fait, moi aussi, dans ma vie, quand j'allais vraiment mal, tu sais, quand une copine m'a quitté, où j'étais vraiment sur le point de tout arrêter, j'ai toujours eu ces moments d'éveil. Et avec le temps, je suis devenu tellement plus fort, simplement parce que j'ai été meilleur avec moi-même, meilleur avec mon entourage. Et en conséquence, j'ai de nouveau manifesté des choses positives. Donc, l'un de mes petits pas que je fais chaque jour, c'est que je fais chaque jour une petite cérémonie de C. Récemment, je buvais beaucoup de café et j'étais toujours stressé et pressé. Je devais quitter la maison le matin en avalant mon café de spécialité. Depuis que je fais la cérémonie de C, je suis beaucoup, beaucoup plus détendu et je m'étire régulièrement. Par exemple, je me suis récemment inscrit dans un studio de yoga à Berlin et il y avait un cours qui avait lieu à 20h45, appelé Yin Yoga. Et je pensais que c'était juste pour les femmes plus âgées et qu'on y allait juste pour s'étirer. Et puis, j'ai finalement osé participer à ce cours. 75 minutes d'étirement, tu restes 3 à 5 minutes dans les asanas, dans les positions de base, et tu travailles vraiment en profondeur sur les fascias. Ça a changé ma vie. Depuis, j'interprète la méditation comme une façon de ralentir son cerveau, et cela peut se produire dans tant de petits moments du quotidien. Et ce sont vraiment 2 ou 3 choses que j'essaie d'intégrer chaque jour, être reconnaissant. La gratitude attire d'autres personnes reconnaissantes à leur tour et non des râleurs qui t'enfoncent sans cesse. C'est ça. C'est pourquoi l'entourage est crucial. Tu viens de dire des choses très pertinentes. Premièrement, les fascias de la plupart des gens sont collés. Donc les fascias sont les muscles profonds et c'est pareil pour moi. Je passe la plupart de ma journée assis, donc je suis tout aussi coupable et je ne parle pas ici comme quelqu'un qui fait tout différemment, mais j'en suis conscient. Je fais chaque matin un court étirement de 5 minutes. Ce n'est probablement pas aussi intense que ce que tu fais, mais j'en suis absolument conscient. Et aussi, ce que tu viens de décrire en premier, c'est de remplacer une routine par une meilleure routine. Le livre aborde précisément cette question, comment intégrer avec succès de nouvelles routines dans sa vie. Donc, tu buvais du café avant, moi aussi je suis encore accro au café, mais ma femme est une personne très inspirante à ce sujet
car elle aime boire du thé et elle ne boit plus de café depuis, je crois, 3 ans maintenant. Et au final, il ne s'agit pas de dire « je dois me priver ou vivre de façon ascétique en supprimant simplement quelque chose », mais plutôt de l'échanger contre quelque chose de meilleur qui, en cas de doute, ne te nuit pas autant. Oui, c'est pour ça, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on parle ensemble aujourd'hui. Les semblables s'attirent toujours. En anglais, on dit « birds of the same feather flock together », donc les oiseaux de la même plume s'attirent ou se rassemblent. Et c'est pourquoi tu peux très bien contrôler ton propre état d'esprit, ton état d'être, ce que tu dégages, simplement en regardant ton environnement. Si ton entourage n'est composé que d'idiots, eh bien, je suis désolé de te le dire, mais il y a des raisons à cela. Rien n'est dû au hasard, parce que ces personnes sont attirées par toi et apparemment, toi aussi, tu es attiré par ces personnes. Sinon, vous ne traîneriez pas ensemble. C'est pourquoi il est vraiment très important de choisir soigneusement son entourage, car tout est vibration, énergie, ce que nous disons. Mon mentor disait toujours « j'ai toujours un impact, Philippe. Retiens bien ça, j'ai toujours un impact. Peu importe ce que tu dis, cela laisse une impression. Un mot est comme une balle tirée d'une arme. Une fois partie, impossible de la récupérer. C'est fait. C'est pourquoi si un jour, sous le coup de la colère ou d'une émotion, tu dis des choses vraiment méchantes ou mauvaises à quelqu'un, sois conscient que tu ne pourras plus jamais les reprendre. C'est pourquoi la clarté et la maîtrise de soi sont peut-être importantes, surtout pour les personnes très émotives qui prennent des décisions sous le coup de l'émotion et qui les regretteront plus tard. Ce week-end, j'étais à Berlin chez Eugen Dubel pour acheter le livre en vue de notre conversation. Mais il n'y était pas, mais on m'a juste regardé bizarrement et partout, il y avait en fait le fameux livre d'Angela Merkel, La liberté. Où peut-on acheter ton livre? Tu peux l'acheter chez Thalia, tu peux l'acheter sur Amazon, il va aussi être ajouté dans certaines autres librairies, mais le président directeur général de Eugen Dubel, avec lui, j'ai encore une discussion à avoir, je ne veux pas en dire plus, mais ce n'est pas du tout qu'on essaye de nous censurer ou quoi que ce soit, il faut être honnête. Angela Merkel, bienfaitrice de l'Allemagne, a évidemment un autre statut, elle est connue dans le monde entier. Pour le fait que nous l'ayons en quelque sorte dépassé plusieurs fois, et même avant, alors je ne peux pas encore donner les chiffres exacts, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers de livres que nous avons vendus. C'est déjà incroyable, car il faut imaginer que ce n'est que notre communauté. Et ce ne sont tout simplement pas des campagnes de marketing à l'échelle européenne ou allemande qui sont lancées. Tu ne vois pas partout des affiches de nous, comme par exemple de la bonne Angie, mais c'est simplement parce que les gens sont convaincus que c'est une bonne idée et qu'ils veulent le faire et que nous avons une très grande portée. Tu viens de mentionner le mot censure, Philippe. Et tu as une communauté avec des hôtes réunissant environ 2 millions de personnes, plus ou moins. Lorsque tu es financièrement libre, tu es également libre de toute censure, car tu as une grande puissance derrière toi. Ton super pouvoir est impressionnant. Malgré la publication de ton livre, les médias traditionnels ne t'apportent pas leur soutien. Malgré l'absence de campagne médiatique et de soutien généralisé, le livre est numéro 1 des ventes. Oui, et considère aussi que notre éditeur voulait en fait le sortir en janvier parce qu'il disait qu'on allait tout écraser en janvier, que c'est un mois facile. Décembre est le mois le plus difficile parce que tout le monde sort son livre en décembre. Pourquoi? Noël est le mois le plus difficile car on s'offre des livres. Malgré cela, on a décidé de sortir quand même en décembre. Je dois admettre que c'était aussi l'idée de Kian. J'ai dit, bon, allez, si on nous le recommande comme ça, Kian a dit, n'importe quoi, on le fait en décembre, on veut se mesurer au meilleur, on veut se mesurer au mois le plus fort, et on a réussi. Oui, comme je l'ai dit, mais ici, il ne s'agit pas de me promouvoir avec le livre. J'espère que cela laissera une impression positive chez les gens. C'est ce que je souhaite au final. Et ce n'est pas non plus totalement désintéressé, car si je fais le bien, on me fera du bien en retour. Et je sais simplement que la vie me récompensera pour cela si je suis capable de laisser une impression positive aux gens, de leur donner un outil pour travailler sur eux-mêmes et devenir une meilleure version de ce qu'ils veulent vraiment être. Ensuite, cela me reviendra de diverses manières. Tu viens de mentionner les chaînes publiques, Philippe. Le château de cartes des chaînes publiques semble s'effondrer sur lui-même. On l'a vu avec Donald Trump et Elon Musk. J'ai lu quelque part sur votre podcast que Donald Trump a été cité négativement à 98% sur l'Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland et seulement à 2% de façon positive.
Et ce qui nous avait été prédit comme une course au coude à coude s'est avéré être une victoire écrasante pour les républicains. Et comment vis-tu les médias de service public? As-tu encore une lueur d'espoir à ce sujet ou penses-tu que c'est déjà trop tard? Comment est-ce que je vis le manque d'espoir? Tu sais, je me fiche pas mal de ce que font les chaînes publiques. Ils reçoivent certes des redevances obligatoires, il faut appeler ça par son nom. Ce sont des redevances obligatoires, ce ne sont pas des contributions volontaires et elles sont souvent utilisées pour fournir de la propagande aux citoyens. C'est une chose perverse car le citoyen paie pour ensuite être nourri de propagande. Il devrait payer pour obtenir les informations les plus objectives et rationnelles possibles. Les journalistes devraient en principe s'abstenir de participer au débat politique sur ce qui est juste ou faux. Là, ils devraient te présenter les faits tels quels. Et maintenant, je parle d'une image idéale qui n'existe plus ainsi. Mais ils devraient en fait présenter les faits tels quels et dire « Voilà, cher citoyen allemand, à toi de décider. Tu as la liberté d'expression, le libre arbitre sur tes pensées, sur tes propos, et nous te présentons simplement les faits. Mais de nos jours, on te dit pour tout ce que tu dois aussi penser. De manière très brutale, tu es diffamé si tu ne te conformes pas. » Que ce soit le débat sur la migration, si tu ne cries pas « Refugees welcome » avec un ours en peluche à un Syrien qui arrive, ou si tu ne te jettes pas devant le train pour le prendre dans tes bras, alors tu es un extrémiste de droite. Je le présente de manière volontairement polémique pour faire passer le message. À l'époque du Covid, si tu ne t'étais pas fait vacciner, alors tu étais complice du fait que les grands-parents pouvaient être contaminés et mourir. Nous savons aujourd'hui que toutes ces histoires selon lesquelles le vaccin empêcherait de contaminer les autres ou de l'attraper soi-même, c'était complètement des conneries, un mensonge total. Nous pouvons aussi le dire officiellement et librement, car cela a pu être démontré à de nombreuses reprises dans des statistiques et des études scientifiques. Porter un masque, est-ce que c'est la prochaine histoire? Dès le début, mon notation, on a dit que c'était absurde de le porter. Nous savons maintenant que c'était totalement absurde. Cela a été reconnu même par le docteur Fauci des États-Unis, l'un des plus grands pontes de la médecine, pourtant en faveur de la vaccination. Nous pourrions continuer encore et encore. Ce sont tous des récits qui ont toujours été poussés par les médias grand public, les médias light comme ils s'appellent eux-mêmes, et qui étaient toujours prêts à stigmatiser, diffamer et présenter sous un jour généralement d'extrême droite les personnes qui ne pensaient pas dans ce sens ou qui ne s'exprimaient pas dans cette direction. Mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, dès qu'une déclaration est faite, on dit tout de suite « c'est un gauchiste, il est aveuglé par la gauche » et ainsi de suite. Donc, ce jeu gauche-droite est entretenu par les deux côtés. À quoi cela a-t-il mené? Si nous regardons les chiffres actuels, non seulement en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, MSNBC, CNN, ils ont connu des chutes dramatiques. Nous parlons de baisse à 2 chiffres du nombre de téléspectateurs par an, c'est absolument dramatique. Alors qu'en revanche, les médias alternatifs, donc toi, moi, les comptes Twitter devrait aussi être une plateforme d'extrême droite, alors qu'en réalité, toutes les opinions s'y rencontrent et s'y affrontent ouvertement, mais elle n'est qualifiée d'extrême droite que là où il y a une véritable liberté d'expression. Et ces médias alternatifs voient leur nombre de spectateurs et de lecteurs augmenter massivement. Pourquoi? Parce que les gens cherchent de nouveaux repères, parce qu'ils sentent eux-mêmes, c'est mon interprétation, parce qu'ils sentent eux-mêmes qu'on leur présente ici une image plus libre et qu'ils peuvent ensuite réfléchir par eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne cherche pas à convaincre. Tu peux aussi écouter ce que je dis et dire que c'est complètement absurde. C'est ta liberté d'expression, c'est normal. Je sais aussi qu'il n'y a pas que des fans, il y a aussi beaucoup de critiques sur ce que je dis et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose que nous devons endurer, comme on le dit si bien en démocratie. Et je pense que c'est simplement un changement qu'ils ont mérité eux-mêmes en travaillant très très dur pour détruire leur crédibilité petit à petit et honnêtement, la suite m'importe relativement peu. Je continue mon chemin et les médias publics peuvent réfléchir s'ils veulent à l'avenir se fixer comme objectif de rapporter de manière plus objective et de regagner un peu de crédibilité ou simplement continuer comme avant. Et je pense que le succès de ta personne et du podcast s'explique aussi par le fait que tu as toujours mis le doigt sur la plaie. Au final, tu as eu le courage d'aborder des sujets qui étaient très sensibles.
et tu as traversé ce mur de feu, tu as été fortement critiqué et tu as constaté de l'autre côté qu'il y a énormément de gens qui pensent comme toi et qui te soutiennent vraiment énormément. Ce que tu peux voir par exemple avec le livre. Donc de ma part aussi, merci beaucoup. Merci, oui, merci pour tes mots. Donc, j'en étais conscient avant. Beaucoup de gens me contactent souvent et disent « Enfin, quelqu'un qui voit les choses comme moi. » Je pensais déjà que j'étais seul. C'est une erreur totale. Tu n'es pas seul. Il y a des millions d'entre nous. Il faut en être conscient. Ces personnes qui expriment une opinion critique ont été opprimées pendant des années. On continue d'essayer, mais ça marche de moins en moins bien. La lame médiatique s'émousse de plus en plus. Ce truc maladroit, simplement. Tu es un extrémiste de droite, tu es un nazi. Se lancer de mots de combat pour salir quelqu'un, cela a été fait de façon tellement inflationniste que l'effet s'estompe de plus en plus. Au final, c'est comme avec un médicament. Si tu le prends trop souvent, tu dois augmenter la dose pour obtenir le même effet. Et là, en quelque sorte, les médias allemands ont tiré le terme nazi partout comme avec des mitrailleuses. Ils ont diffamé tout et tout le monde. Il y a beaucoup de gens critiques, mais aussi beaucoup qui pensent clairement dans ce pays. Ils se sont simplement sentis seuls et ils se rendent compte qu'il y en a beaucoup d'autres qui pensent comme eux et qui commencent maintenant à élever la voix pour dire quelque chose, car c'est la seule façon. Si nous restons silencieux, tout sera décidé pour nous et nous n'aurons aucun contrôle. Et si nous voulons vivre en liberté, alors nous devons prendre nos responsabilités. La responsabilité implique aussi de me lever, de m'exprimer et de défendre mes convictions. Je pense que c'est un point très important. C'est quelque chose que je peux transmettre à ce sujet. Conseillerais-tu aux personnes qui ne sont pas financièrement libres de s'exposer publiquement et d'assumer leur opinion? Pas forcément, non. Parce que c'est un privilège que tu as, justement. Grâce à la liberté financière, il est évidemment beaucoup plus facile de donner son opinion au final. Ce sont maintenant 2 points. Premièrement, est-ce que je conseillerais cela à tout le monde? Non, je ne le ferai pas. Par exemple, je viens de parler avec une musicienne allemande, très connue dans le domaine de la musique classique. Elle aimerait s'exprimer plus clairement et m'a demandé si ce serait une bonne idée. Je lui ai dit non, je ne te conseillerais pas de le faire. Parce qu'il y a encore des domaines où, si tu es par exemple sur une scène, ceux qui sont responsables de t'y faire monter, s'ils n'aiment pas ce que tu dis, ils peuvent très vite t'enlever cette scène. Je dois préciser que je me suis déjà exprimé de cette façon à une époque où ma propre scène et ma portée n'étaient pas encore si grandes. Tu peux regarder des vidéos de moi d'il y a 5 ou 6 ans. J'étais déjà assis là, en train de râler comme un lutin et de dénoncer la situation de ce pays. Mais c'était un autre point. J'ai découvert que beaucoup d'entrepreneurs allemands, pour eux, le profit est plus important que tout le reste et ils se disent « il vaut mieux que je ferme ma gueule, je ne dis rien, je reste sur ce petit chemin de ce qu'on peut dire qui devient de plus en plus étroit tant que je peux continuer à faire mes affaires. » Et je me suis dit, je vois un pays profondément divisé où les gens, à cause de cette division et de cette polarisation, regardent de très près avec qui ils veulent faire des affaires à l'avenir et avec qui non. Je me positionne avec un profil clair en exprimant clairement ma position et mon opinion, contrairement aux autres qui évitent de le faire. Nous ne voulons surtout pas déranger. Oui, je dérange, mais ce profil que j'ai, il est partagé par plusieurs millions d'autres personnes dans ce pays qui disent « je fais consciemment des affaires avec M. Hopf, c'est avec lui que je veux faire des affaires, avec la HKCM, je veux faire des affaires » parce qu'ils ont une opinion claire et affirmée et je peux m'identifier à cette opinion. Si tu veux, j'en ai donc fait ma force en disant non, je n'essaie pas de me cacher ni de me mordre constamment la main et de retenir mon opinion parce que je pense que sinon je vais perdre des clients. Au contraire, c'est tout l'inverse. Je m'exprime et me positionne très clairement car c'est ainsi que je gagne des clients. Et cela fait simplement que beaucoup de gens sont aussi partis qui disent « Ok, les analyses sont bonnes, mais Hopf, il ne me convient pas. Il est trop, ajoute le terme que tu veux, il est trop à droite, il est trop radical, il est ceci ou cela. » Tout ce qu'on peut balancer sur quelqu'un. Mais justement, beaucoup d'autres ont dit « C'est exactement lui que je veux. »
Et je trouve que c'est un avantage qu'on obtient en se présentant simplement à visage découvert et en disant ce qu'on pense. Super bien. Tu viens de mentionner Elon Musk de X. Vous avez récemment lancé une initiative et vous voulez absolument l'interviewer. Pourquoi tenez-vous tant à avoir Elon Musk dans votre podcast? Je le considère comme une personnalité intéressante. C'est une personne incroyablement créative et inventive. Donc, si tu es capable non seulement de lancer une fusée dans l'espace, mais aussi de la faire revenir et d'atterrir précisément au même endroit d'où elle a décollé, alors là, je suis vraiment impressionné. Personnellement, je considère Elon Musk comme un exemple en matière de liberté d'expression. Parce que sur sa plateforme X, tu peux aussi exprimer des opinions extrêmes et ensuite, il peut y avoir un débat à ce sujet. Et c'est ça la véritable forme de tolérance. La tolérance ne signifie pas que je tends l'autre joue comme Jésus quand on me gifle. Pour moi, ce n'est pas ça la tolérance. Cela signifie en gros que tu supportes quelque chose, tu es humilié et tu l'acceptes au nom d'une tolérance mal comprise. La tolérance signifie que nous pouvons avoir des opinions complètement différentes, mais que nous nous respectons en tant qu'êtres humains pour notre existence. Je dis, c'est une personne intéressante, il a une opinion différente, mais je l'écoute, je le supporte. Et c'est possible sur X. J'y fais beaucoup de recherches, j'y lis beaucoup. Et c'est la plateforme qui était une plateforme de haute censure. C'est pourquoi il a licencié les 3/4 du personnel. On s'est alors demandé comment cela allait fonctionner avec autant de licenciements. Eh bien, ça fonctionne mieux qu'avant et c'est pour nous une personne qui revient souvent dans les podcasts parce que nous lisons par exemple ses tweets et nous avons bien sûr dit que si jamais nous avions la possibilité de l'interviewer, nous voudrions évidemment la saisir. Très intéressant. Et je trouve la combinaison Trump-Elon Musk vraiment fascinante. Et nous avons besoin de plus de politiciens non conventionnels qui bousculent les codes. Donald Trump, elle a été le premier à se rendre en Corée du Nord. Il s'est assis avec Poutine, montrant une attitude de fonceur. C'est précisément ce dont nous avons grand besoin. Les bureaucrates à Washington qui pensent savoir quelle politique adopter en Afghanistan, c'est dépassé. On l'a aussi vu en Allemagne, que toute l'économie est menée droit dans le mur, simplement parce qu'il n'y a pas de vrais fonceurs. Nous sommes entourés de gestionnaires, pas d'innovateurs ou de créateurs. Nous avons réellement besoin d'une mentalité bien plus innovante. Oui, regarde, Trump est aussi une figure extrêmement polarisante. Il contribue lui-même, bien sûr, c'est évident. Ce que je constate simplement, c'est que lorsqu'on argumente en sa faveur, on avance des choses qu'il a réalisées. Voilà comment un argument devrait être. Quand on argumente contre lui, on commence par dire qu'il raconte n'importe quoi. Tu as déjà entendu ses propos? Pour moi, ce n'est pas une critique claire sur le fond. Donc, même si Trump a déjà dit « attrape-les par la chatte », je ne ferai pas une telle déclaration. Mais je m'en fous complètement s'il dit ça, tant qu'il met ensuite en place une politique qui apporte un bénéfice, donc un avantage à la majorité des gens. Et mon frère vit au Texas. Il a pu me raconter de première main comment la criminalité a diminué parce que l'immigration de masse, qui a de nouveau fortement augmenté sous Joe Biden, a fait entrer illégalement 11 millions de personnes dans le pays. Ça donne presque des vibes à l'allemande. Et les impôts ont aussi été fortement réduits. Réfléchissez encore une fois, la politique connaît une règle. Les impôts ne font qu'augmenter. On les laisse peut-être parfois stagner, mais baisser les impôts, essaye d'expliquer ça à un homme politique allemand, baisser les impôts, il te regarderait comme si tu parlais la langue d'un extraterrestre venu d'une planète lointaine. Il ne comprend pas de quoi tu parles quand tu mentionnes des baisses d'impôts. Et Donald Trump a baissé les impôts. Et le point le plus crucial pour moi, c'est que je suis un pacifiste convaincu, opposé à la guerre. Donald Trump est l'un des très rares présidents qui, pendant ses 4 premières années de mandat, n'a commencé aucune guerre. Tu l'as déjà mentionné, il a parlé avec les despotes que nous aimons appeler dictateurs, un Vladimir Poutine, un Kim Jong-un de Corée du Nord. Il a parlé avec eux et il a été critiqué pour cela. Comment peut-il seulement parler avec eux? Oui, comment? Comment peut-il seulement parler avec eux? Il devrait parler avec tout le monde. Je veux la paix dans le monde. Ce sont des points importants pour moi. Je fais attention si quelqu'un nous entraîne dans de nouvelles guerres. Regardons un Joe Biden qui essaie en ce moment, dans les derniers mois de sa présidence, d'obtenir une escalade maximale sur le champ de bataille en Ukraine. Je souhaite la paix en Ukraine et en Syrie. Je ne veux pas que davantage d'Ukrainiens, de Russes ou de Syriens perdent la vie. Je ne veux pas non plus que cela continue dans une bande de Gaza complètement détruite au Moyen-Orient.
Je veux quelqu'un qui fasse en sorte que les parties opposées s'assoient à une table pour discuter, et non pas qu'elles règlent cela avec des obus d'artillerie et des bombes. Et toute personne qui dit qu'elle s'engage pour cela, je la soutiens, et Donald Trump a clairement dit qu'il voulait s'engager pour une paix rapide. Selon moi, c'est l'une des raisons de l'escalade actuelle sur le champ de bataille, car certaines factions s'opposent à la paix. Philippe, c'est un super paramètre que tu viens d'évoquer. Laisser le monde plus pacifique que tu ne l'as trouvé. Et je pense qu'il y aura certainement 4 années très passionnantes avec Donald Trump et ses acolytes. Et j'ai encore 3 questions pour vous de la part de la communauté. Si tu pouvais donner un seul conseil à ton moi plus jeune, lequel serait-ce? Ce serait de lire chaque jour, sans relâche et avec une véritable obsession, mes objectifs et mes convictions. Voici ce que je dirais à mon jeune moi, car cela m'a ouvert des portes. Ceux qui ne le font pas ne peuvent même pas imaginer les bénéfices, simplement parce qu'ils s'en privent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'est ce que je dirais, va jusqu'au bout. J'ai maintenant un enfant, il va avoir 14 mois, un jeune fils, et dès qu'il sera en mesure de comprendre cela, je vais l'éduquer à utiliser sa propre force de pensée dès son plus jeune âge pour réaliser ce qu'il souhaite et s'épanouir lui-même. Parce que plus tôt tu comprends cela, plus cette épée deviendra puissante par la suite. C'est-à-dire cette épée de la pensée, non pas à comprendre comme une arme de combat, mais comme cette épée avec laquelle tu es capable de réaliser tout ce que tu veux. Tu dois juste y croire et savoir comment t'y prendre. Donc, comment affirmer correctement pour une efficacité maximale? C'est exactement ce que j'enseignerai à mon moi plus jeune ou maintenant à mon fils, qui est en quelque sorte mon moi plus jeune. Si tu pouvais changer une chose dans la société allemande, laquelle serait-ce? Partons du principe que je serai, le mot avec F, on n'a pas le droit de le dire, donc je serai le chancelier. Là, je serai la personne qui a le pouvoir, alors je me priverai moi-même de ce pouvoir en inscrivant dans la Constitution qu'il ne doit jamais être aboli, le référendum populaire selon le modèle suisse. Cela signifie donc que le gouvernement serait composé de véritables représentants du peuple, qu'il ne pourrait pas prendre de décisions au-dessus de nos têtes, mais que toutes les décisions importantes devraient être soumises au vote. Et ensuite, c'est la population qui doit décider. En Allemagne aussi, des voix critiques désapprouvent cela. Ils croient que la situation serait pire que ce que les politiciens décident présentement. Je ne sais pas comment une telle chose serait même possible, mais d'accord, ça, je l'ancrerai en tout cas. Je vis en Suisse où cela fonctionne parfaitement, comme dans l'un des pays où je réside actuellement. Tout le monde souhaite désormais y entrer car ils considèrent que c'est la dernière vraie démocratie, fonctionnant par référendum populaire. Le peuple décide des choses importantes qui se passent dans le pays, et je soutiendrai cela sans aucun doute. Super. Et pour finir, Philippe, donne à nos spectateurs 3 recommandations concrètes pour avoir plus de clarté et de souveraineté d'esprit. Tu as déjà mentionné beaucoup de choses tout à l'heure, mais résume-les encore une fois de façon précise. Le premier point que je ferai, mais cela nécessitera beaucoup de volonté pour de nombreuses personnes dépendantes. Je ne parle pas d'une dépendance à l'alcool, aux cigarettes ou autre, mais d'une dépendance au téléphone portable, au smartphone, à l'écran. Et je dis ça aussi en tant que quelqu'un qui n'est pas irréprochable à ce sujet, parce que les réseaux sociaux, c'est pratiquement mon pain quotidien, mon activité. Je fais plusieurs interviews, vidéos par jour, et ainsi de suite, des podcasts. Je souffre moi-même de ça, mais ce serait tout de suite quelque chose. Sévrage des réseaux sociaux. Un ami m'a raconté qu'après avoir acheté un vieux téléphone Siemens ne permettant que les services de messagerie courte et les appels, elle a réalisé à quel point sa perception du monde avait changé en seulement 3 semaines. Tu entends mieux, tu remarques des choses parce que tu ne passes pas tout ton temps à fixer ce putain d'écran pour te comparer aux autres sur la plateforme La vie des autres, aussi appelée Instagram. Et je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens se sentent vides, parce qu'ils sont bien sûr constamment exposés aux pires expériences, c'est-à-dire aussi aux pires nouvelles. Tu vas sur, je ne sais pas, build.d ou Google News ou n'importe quoi, tu vois tout de suite catastrophe, dictateur, pire, choses horribles, massacre, viol collectif, attaques au couteau. Ça continue comme ça tout le temps.
Et c'est de l'énergie négative. On a de l'énergie négative qui s'abat sur nous. Et si tu veux t'en éloigner, je te conseille, ce serait alors le point numéro 2, de faire une détox des réseaux sociaux, de vraiment réduire massivement. Fixe-toi 1 heure par jour au lieu de 5 heures. Ensuite, fais une balade en forêt. Il existe des études scientifiques très intéressantes, donc aussi des résultats qui montrent clairement comment l'énergie de la forêt, donc l'énergie des arbres, agit sur toi. Comment tout ton système nerveux central se détend lorsque tu marches 3/4 d'heure dans la forêt et que tu respires de l'air frais. Ça peut peut-être sembler, je ne sais pas, un peu spirituel pour certaines personnes, mais ce n'est pas du tout le cas en soi. Tu peux le prouver scientifiquement. Cela apaise à nouveau ton système nerveux et c'est justement le problème. Les gens sont toujours pressés. Le deuxième point est important. Le troisième pourrait ne pas convenir à tous. Je dirais que tout le monde peut appliquer les 2 premiers. Le point numéro 3, c'est ce que je fais, je m'expose au froid. Je suis un grand amateur des bains de glace. Il y a aussi beaucoup de vidéos de moi à ce sujet. Quand je suis vraiment à cran, que j'ai fait beaucoup de choses dans la journée et que j'ai plein de pensées qui tourbillonnent, aller dans mon bain de glace me permet de me ressourcer. Ça prend 10 secondes, puis ensuite, ça te calme tout de suite. Ensuite, tu respires profondément, puis tu réalises que tu es ici et maintenant. Là, je sais que c'est un grand défi pour beaucoup de gens, mais les bains glacés m'aident énormément. D'abord pour la santé, bien sûr, c'est très, très bon pour ta circulation, pour générer de la graisse brune. Il faut un peu se renseigner là-dessus pour réguler tes organes, mais aussi pour apaiser ton esprit. Ce froid m'aide à respirer profondément et après tu sors et tu te sens comme si tu étais né de nouveau. Voilà mes 3 points. Merci beaucoup Philippe pour cette conversation inspirante. Lors de ton prochain passage à Berlin en 2025, passe absolument nous voir au studio. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez-y.